Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry. Bonsoir à tous. Bienvenue à ce journal. Voici tout d'abord le sommaire. Les acteurs du processus électoral en conclave ce samedi à Conakry, au centre des discussions, la consolidation des données du fichier électoral, le processus d'affichage et de correction des listes provisoires et l'actualisation des bureaux de vote. Les griefs portés par l'opposition ont été aussi débattus. Détails à suivre dans un instant. La sculpture est un métier en vogue dans la capitale. Les artisans de ce métier s'illustrent par leur créativité, une source d'attraction pour leurs œuvres, mais la conjoncture économique demeure un frein pour la vente des œuvres. Reportage grand format à suivre dans ce journal. Et puis enfin, sport, la famille Pogba organise en France une opération de 48 heures pour la Guinée. Objectif, récolter des fonds pour accompagner des initiatives du bien-être en Guinée. Voilà pour le sommaire de ce 22h. Encore une fois, soyez les bienvenus. Les acteurs du processus électoral en conclave ce samedi à Conakry, réunis au sein du CIP, ils ont échangé sur la consolidation des données du fichier électoral, le processus d'affichage et de correction des listes provisoires, l'identification, la création et l'actualisation des centres et bureaux de vote. Les partenaires souhaitent que les griefs portés par l'opposition soient pris en compte pour favoriser un scrutin inclusif et transparent. Mamadou Sadio Baldé commente les images d'Ibrahima Souri Kamara. Face aux partenaires, les commissaires de la CENI sont largement revenus sur l'évolution du processus électoral. En dépit des chiffres avancés et des assurances données, les griefs portés par les commissaires ayant suspendu leur participation au processus électoral retiennent l'attention. Qu'il y a des griefs qui sont portés au processus en termes d'enrôlement de mineurs, en termes de difficultés d'enrôlement ici et ailleurs. Or, tout le monde le sait que le fichier électoral est un élément central pour la crédibilité des élections. Le fichier électoral fait débat. Les partenaires encouragent la CENI à travailler sur la transparence afin d'instaurer la confiance fortement entamée. Mais il était important que nous fassions ce travail pour que les acteurs politiques qui sont engagés dans les élections, qui ont déjà déposé leur liste de candidature, partent sur la base d'un fichier fiable et crédible pour notre nation. Les acteurs doivent se départir de tout intérêt partisan et tenter de corriger les irrégularités constatées afin d'organiser des élections inclusives. Aucune date du report des élections prévue pour le 16 février n'est annoncée. Mais celles programmées pour l'affichage des listes provisoires sont reportées, le temps pour l'institution d'éliminer les présumés mineurs. La CENI a déployé un important moyen en ressources humaines et logistiques pour effectuer le travail d'enrôlement, comme le confirme le commissaire Bakary Mansari. Je vous propose de l'écouter. Une abondante ressource matérielle, 4000 kits mobilisés, 4000 opérateurs de saisie, 600 superviseurs, 76 coordinateurs, des coordinateurs régionaux, plus de 18 000 membres de KL, des infrastructures au niveau serveur de site central ultra sophistiqués, des mécanismes techniques et administratifs qui prennent en compte avec une précision absolue et légale les recommandations fortes de l'audit du fichier électoral. La mobilisation des partis politiques, de l'opposition et de la mouvance, la société civile, des médias et la mobilisation de la première partie prenante qui est l'électorat. Et puis, dans la foulée, Dienabou Touré tente de rassurer et annonce que la CENI a acquis un logiciel lui permettant d'éliminer la présence des mineurs dans le fichier électoral, une présence justement vivement critiquée par l'opposition. Elle est au micro de nos reporters. Et présumé mineur, pourquoi? Parce que dans la base de données, nous n'avons personne qui s'est enrôlé qui soit en deçà de 18 ans, donc qui soit né en 2002.
Donc tout le monde a fourni 10 pièces qui prouvent qu'ils ont 18 ans. Mais l'outil part sur l'analyse faciale des électeurs et nous identifie les présumés mineurs selon les intervalles des âges, notamment de 6 à 12 ans, de 12 à 14 ans ou à 16 ans. Donc ce travail va être finalisé. Nous allons complètement flaguer, donc invalider ces présumés mineurs selon le visage. Nous avons jugé nécessaire de repousser la date d'affichage des listes électorales provisoires afin que le fichier qui va sortir soit un fichier débarrassé de toute soupçon lié à l'enrôlement des mineurs sur notre base de données. Nabo Touré, directrice département planification et fichier de la Commission électorale nationale indépendante, et s'exprimait par rapport à la présence des mineurs dans le fichier électoral. Et puis en plus bref, le RPG Arc-en-Ciel a déposé sa liste à la CENI pour les législatives de février 2020. Et selon nos sources, c'est l'honorable Dialikatou Diallo, transfuse du PEDN, qui sera tête de liste du parti au pouvoir au détriment d'Amadou Damaro Camara. Nous reviendrons sur cette information. Le collectif Le Vivre Ensemble alerte sur la fissure du tissu social. Le groupe dit être inquiet de la situation politique et sociale du pays. Lors d'une conférence de presse ce samedi, il a appelé les Guinéens à préserver la quiétude sociale en vue d'un futur heureux pour le pays. Le compte-rendu est signé Mohamed Damarou Kamara. Le collectif Le Vivre Ensemble est un groupe de cadres qui ont fait le constat malheureux de la dérive comportementale de certains Guinéens, disent-ils. La politique a fini par altérer certaines valeurs, a fait remarquer l'ONG. Les Guinéens ne doivent plus accepter les discours de division, selon le collectif. Quand ils trouveront que nous, citoyens, on est unis, nous partageons nos problèmes dans les quartiers, dans la préfecture, dans la région et dans tout le pays, ils ne pourront pas nous diviser. C'est clair. Aux politiciens de faire la politique, à nous, citoyens, de garder nos relations et de sauver la Guinée. L'ONG naît dans un contexte socio-politique contraste qui peut être sauvé. Pour ce faire, une campagne de sensibilisation sera lancée dans les jours à venir. Ce que nous, on est prêts à faire du porte-à-porte, pas à Conakry, dans toutes les sous-préfectures du pays. Il y en a parmi nous qui connaissent bien nos valeurs d'autoréférentialité, nos valeurs culturelles. Nous allons toucher les gens là où ils vivent. Nous allons leur démontrer par A plus B que s'ils vivaient différemment, il allait s'épanouir mieux que de se replier sur soi-même. Le maintien de la paix est une affaire de tous. Dans son discours, le collectif Le Vivre Ensemble a appelé les leaders politiques, religieux et d'opinion, mais aussi les jeunes et vieux, à s'investir davantage pour cette cause. Dans l'actualité encore, 12 cadres de la fonction publique félicités pour les efforts fournis au cours de l'année 2019. C'est une initiative du journal La Priorité. Ces cadres se sont illustrés dans leur département, tant au niveau de performance, le dynamisme et la créativité. Parmi les récipiendaires, des directeurs généraux de l'administration publique et privée, Alseni Bari, Yacouba Traoré. Des inspecteurs généraux, des directeurs, des chefs de service de l'administration publique et privée sont récompensés. Connus ou peu connus, ces hommes abattent parfois des travaux gigantesques. À travers ces satisfecits décernés par le journal La Priorité, leurs tâches sont mises en exergue. En Guinée, il y a des cadres qui sont en train de travailler, mais qui sont dans l'ombre. Ils sont dans certains départements qui ne communiquent pas. Mais à travers le boulot qu'ils font, le département prospère. Souvent, c'est le ministre, c'est-à-dire le directeur ou le ministre en tête du département, qu'on essaie de parler de lui si le département a bien travaillé. Nous nous sommes dit, en plus de collecter, traiter, diffuser de l'information, nous devons faire tout possible de faire sortir ces personnes-là dans l'ombre. Mohamed Lamine, directeur général du Centre de promotion et de développement minier, est récipiendaire. L'homme s'illustre dans l'implantation des entreprises minières, le respect du code minier et surtout l'emploi jeune. Je ne m'y m'attendais pas, mais comme dit l'autre, quand on exerce quelque chose, il y a certes des gens qui t'observent. Je voudrais que la jeunesse comprenne que sans elle, le pays aura du mal à se développer. Nous avons de l'énergie, nous avons de l'ambition, nous avons la volonté, nous devrons nous organiser pour mettre en valeur
ce génie qui dort en nous. Pour l'inspecteur du travail, honorer ces hommes de l'ombre ne peut que le réjouir. Il les invite à persévérer davantage. La Guinée dispose des potentialités, la Guinée dispose des bons cadres, la Guinée dispose des ressources. Ce qui nous manque certainement, c'est de valoriser nos ressources. Je voudrais ici rappeler des propos d'un ancien président américain qui disait, avant de demander à son pays ce qu'il peut faire pour toi, pose-toi la question de savoir ce que tu peux faire pour ton pays. Cette distinction est à sa seconde édition. L'Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante a procédé ce week-end à l'installation des nouveaux membres de l'institution. Après son installation, le nouveau président de l'AGEPI se dit très content et invite les membres de l'association de se donner la main pour changer l'image de la structure. Mohamed Valektouré. Longtemps resté fermé, l'AGEPI, l'Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante, a ouvert ses portes ce vendredi après de longs moments de crise. La remise des clés de ses locaux a fait l'objet de la présence d'un huissier de justice dont le cabinet a été saisi par la haute autorité de la communication. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est pour procéder à l'installation des nouveaux membres du bureau exécutif qui ont été élus lors du congrès organisé par la HAC, et puis procéder à la remise des clés à leur disposition. Les nouveaux membres de l'AGEPI, élus lors du congrès organisé par la haute autorité de la communication, se réjouissent de retrouver leur bureau. Un jour nouveau pour ces éditeurs. Nous appelons tout un chacun, tous les éditeurs guinéens, à se redonner la main pour changer cette situation et faire en sorte que dans les mois à venir, que l'AGEPI puisse retrouver ses installations dans de meilleures conditions. Pour rappel, l'AGEPI vivait depuis le 20 juin dernier des moments de tension avec deux groupes qui se disputaient pour le contrôle de la direction de leur structure. Ces deux groupes ont été départagés par un congrès organisé par la HAC. La nouvelle équipe, de par ses visites, parle de la vandalisation des locaux. Nous sommes très peinés de retrouver les locaux dans cette situation. Et nous disons simplement qu'après les ruines, nous devons relever le défi. Le travail maintenant revient à cette nouvelle équipe de faire le toilettage et redonner au siège toute sa splendeur. Depuis mardi dernier, au moins 4 préfectures de la Moyenne-Guinée sont plongées dans le noir. Une situation causée par un incendie survenu au niveau du poste 110 kV à Mamon. 5 jours après cet incident, une équipe de l'électricité de Guinée est déjà sur le terrain et s'active pour rétablir le courant électrique dans la zone. Le constat est fait par notre correspondant à Mamon, Alpha Mamoudou Bari. C'est dans la matinée du mardi 24 décembre que l'incendie s'est déclaré au poste 110 kV, entraînant la destruction de plusieurs disjoncteurs. Arrivé sur place le lendemain, l'équipe de techniciens de l'EDG a aussitôt fait son premier constat. Bon, quand nous sommes venus, on a trouvé que vraiment la population de Mamou s'est rajoutée sur les techniciens d'ici. Et le feu a été maîtrisé, parce que tout ça là, ça devrait prendre feu, mais la population s'est bien mobilisée pour aider à éteindre, à arrêter les dégâts, quoi. Donc le constat effectué, on a vu qu'il y a un pôle qui a explosé sur le disjoncteur départ centre-ville, qui a entraîné la brûlure des autres cellules. Mais on a limité les dégâts parce que les armoires de protection ne sont pas atteintes. C'est seulement les cellules MT qui sont brûlées. Après ce constat, il a été question, dans un premier temps, de sortir les cellules calcinées, procéder au nettoyage de cette salle de moyenne tension, en attendant de trouver une solution palliative. Dieu merci, on a trouvé la solution parce que les cellules modèles là, on ne les a pas. Et pour fabriquer une cellule, il te faut au moins les 6 mois, 7 mois. Hein? On ne pouvait pas, mais puisque déjà on a eu des cellules commandées pour ailleurs, qu'on a pu
la hiérarchie a pu vraiment récupérer des cellules-là. Ils sont présentement en route maintenant là pour Mamou. Alors, à quand le retour du courant électrique? Sur la question, ce technicien de la Guinéenne de l'électricité reste évasif. Vous savez, dans la technique, il faut être très prudent. Parce qu'à partir de quand, ça te met une corde. Tu peux dire à partir de quand, le camion qui est en train d'envoyer les cellules tombe en panne. Il reste, et ça trouve que je suis dans le camp là. Donc ce n'est pas facile dans la technique de dire, mais dans un bref délai quand même, on va revenir. En attendant le rétablissement du courant électrique dans les ménages, les consommateurs, pour recharger leurs appareils électroniques, sont obligés de faire recours au groupe électrogène. On en vient à ce élément annoncé au sommaire de ce journal. La sculpture est un métier en vogue dans la capitale. Les artisans de ce métier s'illustrent par leur créativité, une source d'attraction pour leurs œuvres, mais la conjoncture économique demeure un frein pour la vente des œuvres. À suivre le grand reportage avec Mamadou Saliouba. Pour survivre, certains ont choisi un métier un peu particulier. Un métier qui demande assez de temps, de patience et de finesse. Nous sommes à l'espace artisanal Hadja André Touré dans le jardin du 2 octobre. C'est ici que travaille Moussa Djoubaté, un diplômé en lettres modernes, mais qui a choisi la sculpture. Ce métier-là, nous avons appris ça depuis à l'enfance, dans la famille Sidimela à Kankan, précisément Katé Kabada 1. C'est dans la famille maternelle à moi-même. C'est un métier, on apprend, on peut former les gens aussi. Son idole, son grand-père. Sa spécialité, les portraits, comme celui-ci. Mais aujourd'hui, il finalise une bête, un buffle, après 2 jours d'intenses travaux. Le bois là, on appelle l'ébène, mais ce bois là, on ne trouve pas en Guinée ici. Ce bois là, ça vient du Mali, Bamako. C'est un bois qui a 2 couleurs même, il y a noir et il y a blanc aussi. Alors, ça c'est du bœuf, l'animal. Ici, chacun a sa spécialité. Des grandes statues, des portraits, des bêtes, des symboles. On achète le bois, on le découpe et on lui donne une forme. Dans ce métier, il faut de la patience et du courage. Chacun a son métier, dit-on. Bangali Doumbouya, qui a lui aussi appris l'artisanat avec ses parents, nous sculpte le Nimba, un symbole du pays. Et on est en train de fabriquer l'Imba, symbole de la Guinée. Pour ça, il faut 2 jours. Le travail du bois, un savoir-faire guinéen souvent récompensé dans les foires internationales. Chaque fois, le foire international qui se fait ailleurs, chaque 4 ans là, chaque fois quand le Guinéen va, c'est nous qui remportons le trophée. Mais on a un problème de soutien. Les artisans sont doués, même surdoués, et il faut arriver ici pour tout comprendre. L'essentiel est de décrire son choix, le reste, les artisans s'en occupent. Petite de taille, grande de taille, ici on travaille la tête jour et nuit, et on sort quelque chose d'original, digne de représenter le pays. Mais les sculpteurs ont quelques préoccupations. C'est pas facile de trouver du bois. Il faut avoir un financement, et il faut avoir une petite somme de trouver du bois. Par exemple, le bois là, comment peut-on trouver ça? Un bois qui n'existe pas à Guinée. Donc il faut avoir une petite somme pour acheter du bois. La présidente de la République, première dame, il a donné le jardin ici. Pour le moment d'abord, on n'a qu'à travailler ici, avant que l'État ne donne le lieu, là où on va s'asseoir. Des difficultés que leur courage et leur intelligence arrivent à surmonter. Certains parmi eux forment et finalisent les objets. Ceux qui ne sont pas finalisés sont revendus à d'autres artisans qui vont s'occuper du reste, comme Lamine Kone qui lisse un lion à la Kamayenne. Objet d'art, imagination, création, on ne fait pas ça au hasardement comme ça. Il faut avoir un esprit posé de faire. Voilà. 2 jours lui sont nécessaires pour finaliser ces objets. Et c'est après tout que l'âge Sidi Baba antiquaire se présente.
Cela fait 51 ans qu'ils revendent des objets d'art. De la culture avec les 4 régions naturelles du pays, de l'histoire avec les tirailleurs sénégalais et des messages avec les chimpanzés. C'est un grand conseil pour tout le monde. Parce que tout ce qu'on voit, on ne devrait pas parler. Tout ce qu'on voit, on devrait fermer les yeux. Parce qu'il y a d'autres qui sont bien, d'autres ne sont pas bien. Bon, alors il faut fermer les yeux. Tout ce qu'on voit, on ne devrait pas parler. Il faut fermer la bouche. Et l'autre là, tout ce qu'on parle, il ne faut pas écouter. C'est pourquoi je dis que c'est un conseil pour le mariage et pour le monde entier. Dans ce métier, la force à elle seule ne suffit pas. L'imagination et la créativité sont capitales et c'est le tout qui justifie la valeur des objets. Pour cette pièce par exemple, il faut débourser des centaines de milliers de francs guinéens. Quand on pense à l'argent, c'est trop, mais l'art n'a presque pas de prix. Il y a d'autres qui ne connaissent pas. Chacun veut gagner quoi. Tu sais, tout le monde veut gagner. Tu sais bien que le travail de ça prend beaucoup de temps, mais tu as besoin, mais tu veux que le prix soit moins cher. Voilà. Sinon, 1,5 million, à peu près 3 semaines, 4 semaines, tu travailles sur une pièce. Alors, ça vaut le coup, mais les gens vont commencer à négocier le prix encore. Mais ça, il n'y a pas de problème. La vie, c'est comme ça toujours. Oui, oui. Aujourd'hui, la clientèle n'est pas au beau fixe. Mais Elhadj Sidi Baba a déjà parcouru le monde grâce à ce métier. Beaucoup de pays en Afrique pour aller voir comment les gens sont là-bas. Et aux États-Unis, dans beaucoup de pays. Au Canada 2 fois, aux États-Unis 19 fois. Quand on va aux États-Unis, on envoie des colis, les gens vont voir, ça leur intéresse. Vraiment, c'est une affaire que les Blancs aiment beaucoup. Les artisans ne sont pas des adeptes de la va-vite. Ils donnent tout leur temps, toute leur force pour un métier qui manque de clientèle à cause du tourisme très négligé dans le pays. La structure Vision Foot Management a procédé ce vendredi dans un réceptif hôtelier de la place à la remise des trophées du Lingué d'Or, du prix de l'excellence du football guinéen. L'initiative qui en est à sa 4e édition vise à récompenser les mérites sportifs guinéens. Suivez ce compte rendu par Idrissa Diallo et Kiano Sadouba. Des acteurs sportifs et partenaires du football réunis autour de la 4e édition du Lingué d'Or du prix de l'excellence du football guinéen. Cet événement, organisé chaque année par la structure Vision Foot Management, vise à récompenser les mérites sportifs guinéens. Pour élire ou pour récompenser les meilleurs acteurs du football guinéen de l'année, comme ce que nous voyons ailleurs, nous pouvons aussi célébrer les mérites guinéens dans cette discipline qu'on appelle le football, qui est d'ailleurs le sport roi dans notre pays. Pour la saison sportive 2019, le trophée de meilleur sportif guinéen est revenu à Nana Bari et celui de meilleur arbitre à Ousmane Jacob Kamara. Nabi Keita Deko a été récompensé dans la catégorie de meilleur footballeur guinéen évoluant à l'étranger. Présent lors de la cérémonie de remise des trophées, le représentant du ministre des Sports rassure les organisateurs de l'accompagnement du département pour le rayonnement du football guinéen. Qu'elle trouve ici l'expression de la reconnaissance du département des sports qui ne cesse d'apporter son appui pour la pérennisation de cette activité. La structure Vision Foot Management organise depuis 2013 cet événement sans soutien majeur, d'où cette invite. Tendons la main à toutes les sociétés et les bonnes volontés, et des personnes anonymes, les mécènes, d'accompagner cet événement. Parce que nous organisons, ça fait 4 ans que nous organisons cet événement, mais l'événement est lancé depuis 2013. Rendez-vous en décembre 2020 pour la 5e édition avec en toile de fond la récompense des mérites du football guinéen. Des nouvelles de France et plus particulièrement de la famille Pogba qui, en cette période de trêve, a concentré toute son énergie sur l'opération 48 heures pour la Guinée. Premier événement du nom fixé sur 2 jours à Tours où Bachir Keita et Jules Lazur suivent pour Espace ce qui s'y passe. Suivez ce élément de reportage. Le programme des 48 heures pour la Guinée débute dans le somptueux salon d'honneur de l'hôtel de ville de Tours. Mathias, le seul représentant de la fratrie Pogba pour le lancement de l'événement, donne les temps forts de ce premier rendez-vous. On a décidé d'organiser ça pour notre pays et que
apporter ce qu'il faut, quoi. Ouais, bah, on va dire l'initiative a été prise par moi. Après, comme on est frères de sang, ils ont suivi, mais l'initiative ça a commencé, donc j'étais, on va dire, obligé d'être là pour présenter le projet et être là aujourd'hui pour la vente aux enchères. Mais mes frères seront là durant ces 2 jours, donc c'est la même chose, on va dire. Les Canaries, le maillot de Charles Traoré, signé par toute l'équipe de Nantes. Et on va commencer à 100 € si vous voulez bien, 100 €. L'après-midi débute ainsi par une vente aux enchères dirigée par Maître Ben Saya, sympathiquement épaulé par Pierre-Jean Chalençon, rendu célèbre par l'émission Affaires conclues. En termes d'efficacité, pour les différents lots proposés, l'œuvre d'un artiste japonais a atteint 650 €. C'est le montant le plus élevé lors de cette vente. Les différents maillots de football ayant été portés par des joueurs de haut rang tout de même, tels Marcus Rashford, Memphis Depay, Martial, Charles Traoré, Bertrand Traoré, ont oscillé entre 200 et 280 € chacun. Ce dernier prix ayant été obtenu pour le maillot de Florentin Pogba à Atlanta. Un bilan en demi-teinte, si vous voulez. On comptait sur une plus grande générosité des Tourangeaux. On espère qu'elle sera au rendez-vous ce soir. Elle n'était pas vraiment au rendez-vous cet après-midi, pour être très honnête avec vous. Parmi les plus heureux acquéreurs de cet après-midi apparaît sans aucune difficulté Abdoulaye, désormais propriétaire d'un superbe portrait réalisé par l'artiste Cédric, spécialiste des stars. Un portrait que devrait lui dédicacer Paul Pogba. J'ai eu vent des lots qui allaient être en jeu, et c'est tout de suite où voilà, j'ai sauté sur l'occasion sur les 2 lots, et voilà, je suis l'heureux acquéreur, mais voilà, pour moi c'était essentiel de montrer l'exemple, non seulement pour l'éducation, pour les enfants de Guinée, pour toutes les familles et pour tout ce qu'ils vont faire. Pour clore ce premier acte des 48 heures pour la Guinée, dont l'engagement, il est bon de le rappeler, tient vers et pour la jeunesse guinéenne défavorisée, le freestyler Ya Traoré n'a pas hésité à sortir malade de son lit pour apporter sa belle et très efficace contribution à la réussite de l'événement. Chapeau l'artiste. Voilà, très belle initiative pour la famille Pogba. Je vous rappelle cette information de dernière minute. Donc, demain dimanche, il sera question cette fois-ci de ballon rond à part entière, avec un match de gala opposant les amis de la famille Pogba face aux footballeurs guinéens résidant en France. Voilà, mesdames, messieurs, pardon, c'est la fin donc de ce journal. Merci de l'attention et bon week-end à vous avec nos programmes sur Espace TV.